Océan FM, la radio des défis. L'hebdo de Océan FM. L'hebdo de Océan FM, c'est le grand espace actualité hebdomadaire de votre radio qui vous permet de comprendre davantage les sujets qui défraient la chronique. En dehors de nos invités pour un débat ou un entretien, vous avez droit à vos rubriques On dit quoi chez vous, le 7 Actu, Grand Angle ou le MAG et le Focus. Vous pouvez intervenir en direct via les numéros de la radio, le 21 33 84 19 et le 65 00 24 24. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. Océan FM, la radio des défis. La radio des défis. L'invité du jour a été installé il y a quelques semaines, en fin juin 2017, à la tête de la mairie de Cotonou. Isidore Nyolonfou, maire intérimaire de la ville de Cotonou. Avec lui, on discutera entre autres de sa gestion pendant ces 15 mois à la tête de la métropole. Il fait d'ailleurs son entrée dans ce studio. Vous en apercevez certainement. Vous le percevez dans vos transistors à la maison. On va l'installer dans quelques instants pour la partie entretien. Et vous savez, vos interventions sont également attendues dans cette partie de l'émission. Et pour cette reprise, l'hebdo de Océan FM vous propose une nouvelle rubrique dans le cadre des législatives. Vous le verrez dans quelques minutes également. Retour en studio et on retrouve notre invité du jour. Il s'agit du maire intérimaire de Cotonou, monsieur Isidore Nyolonfou. Bonsoir, monsieur le maire, et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle la journaliste. Voilà, vous êtes installé, on va vous recevoir dans quelques instants. Peut-être un commentaire sur tout ce qui a été dit par les auditeurs. Bon, c'est tout à fait normal, la radio joue son rôle pour que ça permet aux citoyens de s'exprimer. Et ça permet également au gouvernement d'être plus à l'écoute des populations pour redresser là-bas, pour une meilleure manière de servir. Donc je pense que tout ça là, c'est bon pour la République. Vous écoutez souvent les grognes? Oui. Et ça vous inspire dans votre gestion? Bien sûr. Ça nous réveille davantage dans notre manière de servir. Alors, on vous retrouve dans quelques instants, comme je ne cesse de le dire. On va tout de suite embrayer sur la prochaine rubrique. 7 Actu. 7 Actu, le tour d'horizon de l'actualité ces 7 derniers jours. Elio Kouvakin, on démarre la rubrique 7 Actu par le code électoral déclaré conforme à la Constitution. Enfin, pas tout le texte. Oui, car les articles 227, 244, 249 et 308 ont été déclarés non conformes à la Constitution. C'était mardi à l'issue d'une audience. En fait, ce sont des articles qui concernent les forces armées de sécurité publique et assimilées et mettent en exergue leur démission de leur poste avant d'être candidat. Une autre discrimination à l'égard des Béninois naturalisés, entre autres dans l'article 249, et aussi l'exclusion faite à certains personnels de l'État et de l'administration locale dans l'article 308. Et écoutez, le député Louis Vlavonou, il a proposé la loi portant code électoral. Les articles dont a parlé la Cour, c'est les articles qui étaient dans l'ancien code qu'on a reconduit. Mais par rapport aux assimilés, la Cour a essayé de ne pas intégrer les douaniers et les forestiers dans l'exception qui avait été faite. Les dérogations ont été validées en dehors des douaniers et des forestiers qui doivent désormais pouvoir aller aux élections. Louis Vlavonou, député à l'Assemblée nationale et initiateur de cette proposition de loi. Dans la suite, Boukari Adam Soulé a prêté serment à la Cour constitutionnelle en tant que commissaire à la Sénat. Le remplaçant de Moïse Bossou est officiellement membre de la Commission électorale nationale autonome. Les autres commissaires étaient à ses côtés pour la circonstance. Vous le savez, sa désignation par le Parlement a eu lieu il y a quelques semaines plus tôt, donc avant sa prestation de serment. Et Boukari est celui donc qui a remplacé Moïse Bossou était plutôt ému au cours donc de sa prestation de serment. Il a dit qu'il va assurer la mission donc qui lui a été confiée
au sein de la Commission électorale nationale autonome qui, vous le savez, est présente là depuis 2014. Et au chapitre judiciaire, la présence de Sébastien Adiavant est exigée à la Criette. C'est ce qu'a déclaré la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi. Rendez-vous est pris pour dans 2 semaines. La Cour a estimé que Sébastien Adiavant devrait se présenter en personne, ce que ne comprennent pas ses avocats qui ont même organisé une sortie médiatique hier après-midi. Écoutez ce que nous en disait notre correspondant Martin Aïgounou depuis Porto-Novo, donc à l'issue de l'audience à la Criette. Dans la salle d'audience de la Criette, il y avait de l'électricité dans l'air. L'absence des prévenus là-bas a fait sortir le procureur spécial Louis Gilbert de ses dons. Enfin, le président de la Cour accepte de recevoir les lettres d'excuses des prévenus et renvoie l'audience pour le 18 octobre prochain. Et on évoque aussi cette condamnation de Sabi Korogone, toujours cette semaine. Vous le savez, c'est ce jeune homme à l'initiative de Niki à l'issue du procès qui s'est tenu mardi dernier. Il a écopé d'1 an de prison ferme et de 3 millions d'amendes. Il a été jugé coupable d'incitation à la haine et à la violence en postant sur les réseaux sociaux le communiqué de Niki qui incite à la violence. Selon le ministère public, la défense a estimé que le dossier est vide et elle compte faire appel. Maître Alfred Bokovo, l'un des avocats de la défense. Immédiatement, je ferai appel dans les secondes qui suivent. Ce qui est incriminé, c'est le contenu du communiqué de Niki. Mais on estime que ce n'est pas cela qu'on poursuit, mais la diffusion. Mais la diffusion, c'est pas Sabi Sira Korogone qui l'a fait, mais c'est les organes de presse qui l'ont publié. Maître Alfred Bokovoy, le bloc de la majorité parlementaire élu a effectué une sortie médiatique. C'était lundi dernier à Cotonou. 6 députés ont justifié leur engagement au chef de l'État et surtout approuvé les lois votées au Parlement, entre autres le code électoral, la charte des partis politiques, l'organisation judiciaire avec notamment la création de la Criette. Jean-Michel Abimbola est coordonnateur du BMP. Curieusement, bon nombre de ces lois d'usage sont qualifiées de liberticides, de scélérates et mettant en danger la démocratie. Mais cela est normal, puisque la plupart de ces lois querellées bousculent des intérêts, bousculent les habitudes de certaines personnes ou de certains groupes que nous connaissons bien. Mais ce qui nous surprend, c'est la virulence de ces propos. Ceux qui critiquent, combien de lois ils ont proposées? Je voudrais dire que nous avons une minorité mécanique qui bloque tout. Jean-Michel Abimbola qui a estimé dans une interview exclusive au CFM que le parti qui va naître du bloc PRD Dynamique Unitaire UND verra le jour le mois prochain. Et ces derniers jours, on a noté aussi la création de ce nouveau service, la portabilité. Concrètement, depuis 1 semaine, vous pouvez changer de réseau GSM en gardant votre numéro de téléphone. Ça existe en Côte d'Ivoire notamment. Le changement de réseau est gratuit et se fait en 5 minutes. Le secrétaire exécutif de l'ACEP, Hervé Guédébé, sur les avantages de la portabilité. C'est un élément de dynamisation de la concurrence, c'est un élément d'innovation parce que hier, les abonnés étaient considérés un peu comme le patrimoine des sociétés mobiles. Donc je bénéficie de services innovants, je bénéficie de tarifs avantageux que je découvre sur un réseau et ça fait le dynamisme du marché et cela va permettre de rééquilibrer le marché. Tout ce qui joue sur la concurrence entraîne donc des conséquences sur l'innovation, les tarifs, la qualité. Et au plan environnemental, le premier conteneur de sachets biodégradables est arrivé au Bénin. Depuis mercredi dernier, c'est grâce à une société privée, sont des sachets d'usage domestiqué d'emballage de production des eaux Pure Water fabriqués à base d'amidon et sans écotoxicité sur l'environnement. Haute précision, il se dégénère en 20 jours au contact de micro-organismes. Il y a 180 tonnes actuellement disponibles pour tout le pays. Martin Pépin Aïna est le directeur général de l'environnement et du climat. Nous attestons ici que ces sachets sont des sachets biodégradables parce que c'est sur la base des tests de biodégradabilité que l'entreprise a reçu l'homologation. Et ces sacs ne vont pas créer des dégâts à notre environnement et c'est ce que nous encourageons. Et on s'achemine progressivement vers la fin de cette rubrique, mais avant, la commune de Kouandé qui a connu un cas, sinon des cas d'intoxication alimentaire il y a quelques jours. Et pratiquement toute une famille Rachida dans un village de cette commune a rendu l'âme, précisément 8 personnes. Des prélèvements ont été faits lundi à la descente des ministres de la Santé et de l'Agriculture, notamment pour définir la cause des décès. Écoutez le chef d'arrondissement de Orukayo dans la commune donc de Kouandé, Chabi Kinan Chabi, au micro de nos confrères de Urban FM. On a fait un peu le tour de la chose, c'est que pour le moment, il va être question que des examens aient lieu par rapport au prélèvement fait. On a incinéré tout ce qui était comme vivre de cette maison et
pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude que c'est tel élément qui a été à la base. Peut-être par la suite des examens avec la descente des différentes équipes, ils seront peut-être des solutions à prendre par rapport à ça. Et on finit avec la radio de l'été sur Océan FM qui s'est achevée samedi dernier. La rentrée est prévue pour la semaine prochaine. Avant cela, la grande finale a eu lieu samedi dernier au menu à Canal Olympia. Prestation d'artistes, remise de gros lots au gain du programme qui a duré 2 mois. Je vous propose de suivre le directeur des médias à la HAC, Bruno Adjaouzo. C'est une très bonne initiative. Les auditeurs sont encouragés à travers cette émission. J'encourage les organisateurs, le directeur de la radio, le PDG, toute l'équipe. Et j'encourage également tous les animateurs qui font un travail de créativité et qui est encouragé. Le Focus. Et je vous propose cet extrait dans le Focus. On écoute. Cette cour-là a été créée par la loi du 2 juillet 2018. Elle a été installée le 27 août 2018 et a commencé effectivement ses activités. Et vous avez pu vous rendre compte, vous avez pu aller à ces audiences pour voir qu'effectivement, les trafiquants de drogue ont été déjà jugés. Il y a déjà eu 2 audiences passées au terme desquelles il y a eu des décisions de condamnation, il y a eu des décisions également de relax. De telle sorte que on devrait pouvoir dire que cette juridiction-là a pris pied ou a effectivement commencé ses activités. Et il faut espérer, il faut plutôt formuler le vœu qu'elle aille jusqu'au bout parce que nous connaissons donc les conséquences, les effets néfastes aussi bien des actes de corruption et d'enrichissement illicite qui plombent le développement de notre pays. Nous connaissons les effets dévastateurs du trafic de drogue ainsi que du terrorisme, sans compter ceux du blanchiment des capitaux qui sont une source d'arriération de nos pays. Voilà donc ce qu'est la CRIET. La loi a prévu qu'elle a une compétence nationale. Elle juge des faits qui sont de nature délictuelle ou des faits que la loi qualifie de crimes. Elle statue donc comme un tribunal correctionnel ou de flagrant délit et peut se réunir en session pour statuer comme une juridiction semblable à la cour d'assises en matière criminelle. C'était à l'instant le garde des Sceaux, Séverin Quenom, qui apportait quelques précisions sur la CRIET. Élections législatives, les tests. Eh bien, c'est notre nouvelle rubrique élections législatives, les textes, une nouvelle rubrique dans l'hebdo de Océan FM en prélude des législatives qui doivent se tenir en principe en mars prochain. En attendant, donc, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir certains textes de loi relatifs au Parlement, à l'Assemblée nationale, aux députés de manière générale. Et pour ce premier numéro, on fait un focus sur ce que c'est que l'Assemblée nationale, son rôle, avec Claudine Vaudouin. C'est quoi l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est un lieu où siègent les députés. Dans le deuxième trimestre de 2019, de nouveaux seront à Porto Novo. L'institution est la deuxième de l'État après l'exécutif. Cela fait de son président la deuxième personnalité du pays. Institution de contre-pouvoir, l'Assemblée nationale ou encore le Parlement assure la fonction de représentation nationale. Ça passe souvent inaperçu. Ce qu'on sait le plus, d'après le guide du député, c'est que les parlementaires votent les lois. Pour savoir si un texte est voté ou rejeté, il faut voir les députés lever la main et le président du Parlement dire par exemple: La loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin est adoptée à la majorité des députés présents ou représentés. L'autre mission du député est le contrôle de l'action gouvernementale. Les articles 106 à 113 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale précisent cette mission, qui s'appuie sur des commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle, la loi de règlement, l'interpellation et puis les questions orales, d'actualité ou écrites. Isaac Fayomi est le directeur des services législatifs au Parlement. La nouvelle législature a innové en retenant systématiquement tous les jeudis et en rassemblant thématique par thématique les questions qui sont posées. Sur les questions, le journaliste chroniqueur parlementaire de la 2e à la 5e législature estime qu'elle relève de la politique. On ne limoge pas un ministre après une question orale, écrite ou question d'actualité. Il faut considérer que c'est d'abord beaucoup plus politique. N'est-ce pas que, comme le disent les députés eux-mêmes, le Parlement est le rôle de la politique ?
Merci à vous, Claudine Vaudounan. Fin de ces différentes rubriques. On va maintenant recevoir notre invité. Place au maire intérimaire Isidore Nyonanfou, Rally Oukoubakan. Nous le recevons ensemble. Et pour démarrer, monsieur le maire, dès demain, l'accès au pont de Fifadi sera interdit pour corriger l'affaissement constaté au niveau de cette infrastructure. Vous nous dites dans un communiqué, qu'est-ce qui sera fait pendant ces 48 heures? Merci, madame la journaliste, de me permettre de m'expliquer un peu sur les actions de la mairie. C'est vrai que depuis un certain moment, certaines personnes ont soulevé la question. Mais il faut dire que la mairie avait déjà pris conscience de cette situation et était en train de prendre les dispositions. Donc à partir de demain soir, comme vous l'avez si bien écouté à travers notre communiqué, et la voie passant sur le pont de Fifadi sera bloquée pour être réouverte le dimanche à 20h ou au plus tard au petit matin. Cela pour essayer de faire du récollement parce que ce pont a été réalisé il y a environ 3 ans. C'était en 2015. Oui, environ 3 ans. Et donc c'est un processus normal d'affaissement pour permettre une certaine stabilisation des poteaux qui soutiennent ce pont-là. Parce que vous savez que il faut que ça aille jusqu'à sur la terre ferme, parce que à des moments donnés, avec le poids du pont, ça cherche à s'établir, à s'affermir, et cela entraîne un certain affaissement. Donc les travaux vont consister à un récollement pour relever le niveau de la partie qui est en train de s'abaisser. Donc les techniciens de la ville sont à pied d'œuvre pour que, à partir de demain soir jusqu'au dimanche soir, que la situation normale soit rétablie. Ils vous ont dit que ces jours-là, ça va suffire, ces jours-là? Ça va suffire parce que, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un processus normal. Parce que quand les investissements de ces gens-là prennent du temps, ça a tendance à chercher à bien se reposer sur le sol. Donc, vous parlez aussi de l'instabilité du sol oui, dans le communiqué. Oui. Est-ce que c'est pas ce qui est en cause? Non, vous savez, il y a un passage en dessous le pont. Et c'est une canalisation normale qui conduit les eaux pluviales, qui évacue les eaux pluviales qui sont dans le 12e arrondissement et 13e arrondissement vers le lac Nokoué. Autrement dit, est-ce qu'il fallait construire un pont là? Bien sûr, c'était nécessaire. Vous connaissez la situation antérieure de Fifadi où, oui, l'inondation. Où il y avait l'inondation. D'abord, au départ, c'était la pirogue. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que le pont a été réalisé. Le pont a été réalisé pour favoriser une circulation aisée des populations. Donc, je pense que c'est un ouvrage qui était indiqué par rapport à la situation accidentelle et la géographie de cet endroit précisément. Ce que vous nous dites, c'est que dès dimanche soir, peut-être lundi au petit matin, on pourrait à nouveau circuler sur ce pont-là. C'est cette assurance que vous apportez aux populations. Oui, là, je voudrais rassurer la population de Cotonou que déjà le dimanche au plus tard, au petit matin, au plus tard, au surplus, parce qu'il peut y avoir des imprévus. Au plus tard, la circulation sera rétablie et de façon beaucoup plus aisée. D'accord. Donc là, on retient que les travaux ne sont pas en cause parce que d'aucuns se posent la question seulement 3 ans et on constate déjà un affaissement. Est-ce que ce n'est pas la qualité du travail effectué sur ce pont-là qui est problématique? Alors là, pas du tout. L'expertise de l'entreprise qui a réalisé les travaux de ce pont-là est tout à fait avérée sur le plan international. Ce n'est pas la qualité des travaux qui sont en cause, mais comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, c'est un processus normal. Ça permet aux infrastructures, dans le temps, de mieux s'installer, de mieux s'affermir pour que la situation... Vous allez voir que sur des zones accidentées, sur des routes accidentées, au lieu de mettre du goudron, de la bitume tout de suite, les gens mettent peut-être de pavés ou mettent de sable siliteux
avec des gravites en attendant que cela s'affermisse pour pouvoir mettre de la bitume. Donc c'est un processus normal. Est-ce qu'on va assister encore à un autre affaissement ou c'est le dernier? À quoi s'en tenir? Oui, ça peut venir. Donc il y aura toujours des affaissements jusqu'à quand? Oui, c'est-à-dire il y a des ouvrages qui se stabilisent pendant, il faut peut-être 10 ans pour que ça s'asseye définitivement sur un sol. On sait que vous n'êtes pas technicien forcément du domaine, mais de la décentralisation aussi bien sûr, entre-temps. Bon, parce que j'ai eu le temps de discuter avec les techniciens sur la question avant que même, puisque bon, comme vous savez, il faut prendre conscience de ces genres de situations et prendre les mesures. Mais je profite pour dire que la gestion de proximité appelle des procédures spéciales. Et je voudrais à l'occasion saisir cette opportunité pour remercier le chef de l'État qui est souvent à notre écoute et qui nous favorise un peu la situation. Sinon, si on veut s'en tenir aux procédures normales, je pense que nous ne pourrions rien faire tout de suite. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par ce pont-là. Vous l'avez dit avant, c'était par la pirogue qu'il fallait passer. Donc les gens, du coup, pour éviter l'embouteillage, passent par ce pont. Est-ce qu'il y aura un suivi plus rigoureux après ce qui va se passer là ce week-end? Parce que c'est pas loin de la mairie, on le précise, le pont. Bien sûr, on a prévu des voies de déviation. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, les gens vont dévier la circulation à partir du stade de l'Amitié pour passer dans les environs. Bon, il y a d'autres voies qui ont été déjà aménagées. Je pense que on a prévu les déviations pour... Vous pouvez les rappeler aux auditeurs, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Oui, jusqu'à l'entrée du pont de Pufadi, en quittant la mairie de Cotonou, il y a des voies d'accès qui permettent de contourner le pont de Pufadi. Mais en quittant le stade de l'Amitié, soit vous prenez la voie pavée qui passe juste derrière le chef du 10e arrondissement, soit un peu plus loin, une autre voie qui descend sur Vedoko. Et en quittant chez nous ici à Kapa? À Kapa, c'est normal, si vous prenez par devant la mairie, vous bifurquez, juste il y a une voie, juste après avant le pont de Pufadi qui vous permet de faire une déviation, d'aller contourner, de tomber sur une autre voie pavée pour pouvoir rejoindre la voie principale qui va au stade de l'Amitié. Réli, vous posez la question sur le suivi. Moi, je vais peut-être renforcer cette question parce que cet affaissement est constaté dans un contexte où on a assisté à un effondrement le 5 septembre dernier sur le pont de la Sota, le pont à Malanville. Bon, vous savez, c'est peut-être la période de la montée des eaux. Est-ce que le suivi sera vraiment rigoureux? Non, ce n'est pas la même situation. Le Sota est en proie à des moments donnés à une certaine densité par rapport à la montée des eaux. Ce n'est pas la même situation par rapport au pont de Pufadi parce que le cours d'eau qui passe en bas est pratiquement une eau dormante. Bon, c'est parce que ces derniers temps, il faut dire aussi qu'il y a la pression de la circulation. De plus en plus, la densité de la circulation à ce niveau-là aussi en est pour quelque chose. Normalement, est-ce que c'est ouvert aux gros porteurs? En principe, non. Donc, ils le font quand même? Oui, bon, des fois, vous savez que à Cotonou, l'incivisme est de mise. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dynamiser la police municipale. Et ça qui a fait un objet de notre mission tout récemment à Rosny-sous-Bois et dans la ville de Créteil à Paris. Donc c'est dans le sens de dynamiser qu'une police, que ce soit une police véritablement de proximité pour surveiller et prévenir les actes d'incivisme qui ont souvent lieu dans la ville de Cotonou. Et la concrétisation est pour quand la matérialisation de ce renforcement? Bon, vous savez, c'est toute une procédure parce que la suite de nos visites en France, précisément à Paris, à Rosny-sous-Bois et Créteil, c'est que nous allons rencontrer très prochainement l'ambassadeur de la France auprès du Bénin pour échanger. Bon, parce qu'il y a des experts en la matière qui sont détachés auprès de cette ambassade qui avait déjà aidé la ville de Cotonou pour le renforcement de capacité de cette police. Donc, nous allons finaliser un peu les données. Nous sommes déjà dans une démarche au niveau de la sous-région, mais je pense qu'à travers la coopération décentralisée avec les villes sœurs de Rosny-sous-Bois et de Créteil, nous allons avancer. Et en attendant, si vous permettez, la police républicaine, c'est quoi? On a l'impression que c'est un projet
qui est la déjà police mort. municipale. Pardon, la police municipale, oui. Oui, la police municipale, la police municipale, là, c'est une police de proximité qui n'est pas armée. Et pour cette raison, on est souvent complémentaire avec la police républicaine pour mener un certain nombre d'actions. Mais il faudrait, actuellement, on a un effectif de 114. Il faudrait aller et avoir plusieurs brigades. Une brigade piétonne, une brigade cycliste et une brigade motorisée pour pouvoir surveiller les principaux axes sur lesquels souvent il y a des actes d'incivisme. Si vous prenez par exemple la portion qui quitte la station Lerba, Saint-Michel pour aller vers la pharmacie, les camps de thérapie, parce qu'on a déjà fait des expériences là, il faut la présence permanente des agents de police. Sinon, vous savez que souvent à ces endroits, les gens viennent déposer les ordures en pleine journée. Donc nous avons mené des actions qui ont duré, qui ont permis de redresser les gens, mais il y a eu un certain relâchement et il faudrait que cela est dû au défaut d'effectifs et d'équipement de cette police-là. Donc on va s'y mettre. Ça nous permet justement, pas loin des cas de thérapie, il y a le parc triangulaire et d'Antopa. Qu'est-ce que c'est devenu? La mairie n'en dit plus rien. Qu'est-ce qui va se passer là? Oui, bon, c'est un domaine de la ville, mais comme nous partageons le même territoire avec la préfecture, avec le gouvernement, il faut savoir que le préfet est le représentant du chef de l'État et de chacun, du gouvernement et de chacun des ministres. Donc, nous avons estimé qu'il fallait nous laisser ce domaine qui relevait de notre compétence pour qu'on puisse l'aménager autrement. Mais la nature ayant horreur du vide, nous n'arrivons pas toujours à prendre les précautions pour surveiller ces endroits, parce que vous voyez que ça fait directement face à l'ensauvagement, si bien que, comme le gouvernement a un projet à développer à cet endroit précis, la ville s'est habilement retirée de ça. Mais pour revenir sur la question du pont, on ne va pas. Il y a certaines personnes qui ne s'enlèvent pas de la tête le fait que c'est en 2015 seulement. Donc du coup, ils se demandent si le travail qui a été réalisé là était assez potable, parce que c'est le premier ministre Lionel Zinsou en son temps qui a lancé ça avec le maire Nicéphore Soglo. La Banque mondiale aussi était là. C'est un projet piloté par le PUGEMU. Est-ce que ça n'amène pas les gens, selon vous, à penser que oui, le travail qui a été fait n'était pas potable malgré tout ce que les techniciens disent? Non, je voudrais vous rassurer. J'ai dit que c'est un processus normal. A dit que dans le temps, il faut qu'il y ait ces genres d'affaissement pour que les infrastructures, en tout cas les poteaux, puissent véritablement s'installer. Bon, et quand ça se passe comme ça, on renforce, et puis je voulais largement expliquer, même quand vous prenez les voies ordinaires, à des moments donnés, quand on veut mettre du bitume, on voit que si c'est une zone accidentée, on prend le temps pour son tassement, en laissant d'abord se tasser avant de mettre de la bitume. Et sous le pont, la voie sous le pont, ça pourra être finalisé quand? Sous le pont? Oui, parce que les motos devraient passer aussi sous le pont, le trafic de... Bon, ça, on n'a pas... Je pense que ça dépendra du gouvernement, puisque ça appelle de gros moyens. Et donc, la ville n'a pas ces moyens. Donc, en temps opportun, si le gouvernement décide de faciliter la tâche, ça pourrait être réalisé. Il y a aussi le parc d'attractions. Oui, ça relève de... Bon, c'est vrai, c'est le gouvernement. C'est toujours un projet du PUGEMU parce que Cotonou étouffe. Qu'est-ce que ça devient ce parc-là? Mais souvent on voit les gens jouer dans le parc. Bon, c'est une entreprise qui est en partenariat avec La Roche qui a ça, et ils ont commandé, on suit ça de près, ils ont commandé un certain nombre d'équipements qui ne sont pas encore là. Ce qui est prêt, c'est ça qui est opérationnel. Donc progressivement, ils vont mettre l'ensemble du domaine en service, et ça va permettre aux populations de se distraire, de se dilater un temps soit peu. On n'a pas de date pour l'instant. Non, il n'y a pas de date. Mais c'est sûr qu'avant les fêtes de fin d'année, ce sera devenu totalement opérationnel. C'est dans 2 mois. Dans 2 ou 3 mois, bien sûr. Donc bientôt on pourra... Oui. On pourra, au-delà de passer que sur le pont, on voit ça de loin, on pourra y aller. Ça fait 45 jours que j'ai reçu le promoteur qui m'a rassuré que d'ici là, les choses seront apprêtées. La gestion est cédée, c'est ça? Oui, c'est une gestion concédée.
concédé à une structure privée. Oui, qui a une certaine expertise en la matière, qui peut mettre véritablement en valeur ce domaine pour le plus grand bien de nos concitoyens. Est-ce que ça ne va pas agir sur le coût, c'est-à-dire le prix qu'on doit payer avant d'y accéder? Non, je ne pense pas. En tout cas, si on a des plaintes, on viendra vers vous. Alors, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez l'hebdo de Océan FM et nous recevons depuis quelques minutes le maire intérimaire de Cotonou. À partir de 18h, vous pouvez appeler sur cette émission sur les différents numéros de la radio, le 65 00 24 24 ou le 61 53 90 pour lui poser vos différentes questions. En attendant, nous, on va continuer ici en studio et on va enchaîner avec cet autre pan de notre entretien, l'élection à la mairie de Cotonou. Vous êtes intérimaire, vous êtes, c'est vrai, le maire de Cotonou, mais intérimaire. À quand cette élection? Qu'est-ce qui bloque? Bon, il n'y a pas de blocage. Je pense que ça dépend des élus. Je pense qu'à des moments donnés, il y a des tentatives. Mais je pense qu'à un moment donné, on pourra se résoudre à ça pour légaliser la situation. Parce que c'est une situation intérimaire qui n'est pas une situation normale. Je pense que tous les élus pensent à ça. Actuellement, il doit y avoir quelques initiatives dans ce sens. Bon, l'essentiel, c'est que ça puisse aller jusqu'au bout. Vous avez des informations par rapport à l'évolution du dossier, où on en est? Par rapport à la procédure qui doit aboutir. Oui, il y a des procédures. Bon, je pense que peut-être ce qui fait comparer un peu, c'est même si c'est l'intérim que nous assumons, nous avons la plénitude des fonctions de maire. Est-ce que vous êtes pressé, vous, d'aller à l'élection? Bon, à tout moment. À tout moment, pour légaliser. Je pense que ce serait une bonne chose, mais ça dépend des autres collègues qui composent le conseil municipal de la ville de Cotonou. On sait qu'à la Cour suprême, il y a eu un contentieux. Est-ce que ce contentieux-là a été vidé? On rappelle tout le monde que Dali Soglo a été suspendu puis révoqué. Il y avait une procédure à la Cour suprême, ça a été réglé? Le contentieux n'est pas vidé, mais il y a eu bien d'autres éléments qui se sont greffés sur ça, parce que il a reproché au maire Léari un certain nombre de choses. Bon. Donc, parce que la procédure n'est pas allée jusqu'au bout. Malgré ça, on peut aller à l'élection? On peut aller à l'élection. Bon, en fait, la loi n'a pas fait cas. La loi dit que en cas d'empêchement, s'il y a une main intérimaire, c'est 15 jours. Bon, sauf en cas de contentieux. Sauf en cas de contentieux. Mais voilà ce que les textes disent. Donc, en principe, si le contentieux n'est pas totalement vidé, il ne devait pas avoir élection. Et vous disiez qu'il faut légaliser par votre statut. Oui. Est-ce à dire que vous n'êtes pas à l'aise actuellement dans... C'est une situation intérimaire, même si on en a plénitude. Bon, il faut le label légal pour qu'on soit beaucoup plus à l'aise. Est-ce que vous avez les coups des franches en tant que maire de la ville de Cotonou? Oui. Vous pouvez poser autrement la question? Oui. Et comme je l'ai dit, le maire a la plénitude de ses fonctions. C'est vrai. Je suis bien placé pour le dire. Est-ce que toutes les décisions vous reviennent? C'est un peu ça. Oui. Bon, il faut reconnaître que, je vais dire que l'autorité de tutelle a un pouvoir il est là pour assister les maires et assumer le contrôle de légalité. Voici les décisions qui sont prises par le conseil municipal de Cotonou et son président sont conformes aux textes de la République. C'est tout ça qu'il s'agit. Mais à des moments donnés, bon, il peut y avoir des perturbations de la part de l'autorité. Et la loi a prévu les délais dans lesquels il est tenu d'approuver les actes, auquel cas les dispositions qui sont prévues dans ce sens-là devaient être prises. Qu'est-ce que vous mettez dans perturbation de la part de l'autorité? Non. Vous savez, il est toujours dit que le cas de Cotonou est particulier parce que c'est une commune, le département du littoral que nous partageons avec notre autorité de tutelle. Et je dois dire que dans l'esprit de la loi, il y avait une tentative de maintenir les anciens sous-préfets
En principe, pour raison de proximité, pour les départements où il y a plusieurs communes, les sous-préfets sont là pour assister le préfet, pour être plus proche des maires afin de mieux les conseiller. Mais on a préféré supprimer ce poste-là pour que les sous-préfets ne portent pas ombrage au maire, pour que le maire, le nouveau maire soit vraiment libre et soit dans la plénitude de ses fonctions. Mais vous voyez que je partage le même territoire avec l'autorité de tutelle et à des moments donnés, ça pose un certain nombre de problèmes. Oui, donc l'autorité de tutelle, d'aucuns estiment que c'est lui qui gère à votre place. Non, pas du tout, c'est pas lui qui prend les décisions. Il peut influer à des moments donnés sur certaines décisions, de par sa position d'autorité de tutelle, pour dire que il voit par exemple, là, le gouvernement est dans une dynamique de réduction du train de vie de l'État. Bon. Au niveau de la commune, l'autorité du tutelle a estimé par exemple que les indemnités et les primes sont très élevées, qu'il faille les réduire. Mais déjà, de nous-mêmes, nous avions, pour être dans la même dynamique que le gouvernement, réduit les frais de fonctionnement liés au salaire et accessoires on avait déjà réagi une économie de près de 300 millions. Donc, l'autorité du tutelle a estimé qu'il fallait faire davantage d'efforts. Bon, vous voyez, à des moments donnés, ça peut se retrouver un peu dans le cadre du test parce que nous sommes là comme le prolongement du gouvernement. Nous devons être en synergie avec les décisions prises par le gouvernement. Donc, dans ce sens, je pense que des fois, l'autorité de tutelle, de par les acquis, semble être en train de piétiner les compétences de la ville. C'est dans le sens de bien faire des fois, mais ça porte entorse au test et encadrant la décentralisation. Mais comment vous réagissez face à ça? On essaie de réagir. Vous le voyez en aparté, vous en discutez ou... On en discute beaucoup. Bon, il y a beaucoup de discussions, de concertations entre nous. D'abord, on a mis un comité pour essayer d'échanger pour que tout puisse se passer normalement et sans beaucoup de friction. Il n'y a pas d'accrochage parce qu'on estime, on fait toujours une comparaison entre Léadi Soglo, Modeste Oboula et Isidore Nyolofou, Modeste Oboula. Ça se passe bien, sans anicroche? Non, il y a toujours, vous savez, la langue est là-dedans. Et à des moments donnés, il y a des problèmes, mais on arrive à les surmonter. D'accord. Pour revenir justement à ce coup de France dont parlait Rachida Ousso, pour un maire intérimaire qui se dit, d'abord, est-ce que vous êtes candidat? Vous pouvez peut-être nous le confirmer, oui ou non? Candidat? Vous souhaitez être maire Si l'élection... Je suis déjà là, en train de faire le travail. S'il y a élection, je serai candidat. Donc, du coup, même si je ne veux pas les gens, il y a des gens qui soutiennent ou qui vont nous demander de nous porter candidat. Oui, mais vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser. Non, je ne peux pas refuser, puisque je suis déjà dedans. Et on a posé un certain nombre de dates. On va en parler tout à l'heure. On a posé un certain nombre de dates et on aimerait aller jusqu'au bout pour faire en sorte que la prochaine mandature du conseil municipal soit plus aisée. Nous sommes en train de balayer un tant soit peu le terrain. En 2020. Est-ce que avant cette élection-là, vous ne vous dites pas que si je prends certaines décisions, le conseil municipal, ça peut ne pas agréer le conseil municipal et ils ne vont pas voter pour moi. Du coup, ça peut limiter vos prises de décision parce que vous avez une base à entretenir pour qu'elle puisse voter pour vous. Bon, il faut dire que depuis que nous assumons l'intérim, nous avons pris l'option de mener des débats sur les questions qui engagent le développement de la ville. On mène nos débats et ce n'est pas, si vous prenez le budget, le primitif 2018, c'est un budget du conseil municipal de Cotonou. Ce n'est pas un budget du maire, ni un budget de l'administration municipale. Donc, nous essayons de débattre des questions et avec les amendements, les propositions, on arrive à prendre une décision collective. Donc, nous avons été ministres de la décentralisation. Notre souhait est que les conseils communaux et municipaux puissent débattre des questions véritablement. Bon, il n'y a pas de majorité chez moi. On met les débats et quand ça
requiert l'adhésion des élus, on vote. À des moments donnés, on suspend et on discute pour revenir, pour accorder nos violons et aller au vote. Et généralement, je pense que le Conseil, après tout ce que j'ai dit, finit toujours par voter les décisions qui sont soumises à leur appréciation, à leur vote, à leur approbation. Alors, Isidore Yonofou, je disais, vous avez été installé à la tête de la mairie il y a plus d'un an. Je pense que ça doit être en fin juin 2017. Précisément le 31 juillet 2017. Voilà. Ça fait près de 15 mois que vous êtes à la tête de la mairie. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? C'est d'abord la réforme de l'administration. Bon, d'abord, c'est une réforme qu'on a engagée déjà du temps du maire Léadi, mais on a poursuivi. Parce qu'il faut reconnaître que... Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement sur ce plan réforme administrative? Est-ce qu'il y a des postes qui ont été supprimés? Est-ce qu'il y a des services qui ont été créés? Il y a un nouvel organigramme au niveau de l'administration municipale. Ce nouvel organigramme, c'est quoi son impact sur nous, les administrés? Bon, vous pensez, mais je pense que les effets positifs ne sont pas du jour au lendemain, surtout qu'il y a des questions de procédure. Bon, il y a des postes qui ont été supprimés? Non, il y a des postes qui ont été changés en raison de la modernisation de la ville. Bon, parce qu'on est parti de l'administration de l'ex-circonscription urbaine de Cotonou à la décentralisation. Il y a une première tentative de réforme. Bon, avec la troisième mandature, c'est la troisième réforme. Et en quelque sorte, on est en train d'imprimer une autre dynamique à cette même administration. Donc, réforme administrative, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à votre Non, ça aboutit à la mise en place d'un nouvel organigramme que je le disais. Et il y a eu plus de direction, le travail, il y a une meilleure division, un meilleur encadrement des tâches, dans le sens d'une plus grande responsabilisation des directeurs. Désormais, on va juger chaque directeur sur la base de la lettre de mission qui lui est adressée et faire le bilan. Bon, mais comme je l'ai dit, souvent, on ne peut pas opposer à l'administration locale, qui est une administration de proximité, même procédure que connaît l'administration centrale. Ça pose un certain nombre de problèmes. Parce que si on avait une procédure spécifique, ça fait longtemps qu'on aurait déjà intervenu sur le pont de Vivaldi. C'est parce que les procédures ne permettent pas d'agir promptement, sinon on l'aurait fait depuis. Et c'est pour cette raison que, au-delà de l'autorité de tutelle, tout le conseil municipal de Cotonou a voulu rencontrer aussi bien le ministre de la décentralisation, le ministre du cadre de vie et au surplus le chef de l'État pour discuter de ces questions-là. Voilà. Et l'un des points, sinon les deux principaux points sur lesquels on attend souvent les maires, c'est l'inondation et puis la gestion des déchets. On va commencer par l'inondation. Il y a quelques semaines, l'ancien maire, votre prédécesseur, Léadi Soglo, a dénoncé une mauvaise gestion des inondations. C'est comme si c'était après lui, c'était le déluge. Non, pas du tout. Je pense pas. J'ai lu Qu'est-ce que vous avez cette pensé appréciation. De cette appréciation? Bon, est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont porté ce commentaire-là à sa place? Si c'était lui-même, je pense que moi j'ai été chef de circonscription. J'étais le secrétaire général qui est passé la main au premier conseil municipal installé, avec à sa tête le président Soglo. Je suis parti de là en 2003. Et je pense que on avait fait beaucoup de choses. Nous sommes arrivés et avec la troisième mandature, on était premier adjoint. On a fait un certain nombre de propositions aux maires qui ont été mises en œuvre. C'est ensemble qu'on travaillait. Bon, aujourd'hui, dire qu'il y a une mauvaise gestion, je pense que nous, en tant que hauts fonctionnaires de l'État, on a une haute conscience
des missions qui nous sont assignées. Oui, mais sur le terrain, les flaques d'eau, les ruelles inondées, même les voies pavées, vous avez vu dans notre ruelle, on ne va pas tout ramener à nous, mais bon, c'est un peu... Il y a 10 ans, les inondations, il y a 20 ans, 25 ans, ce qu'on a vu à Cotonou, ça a changé. Mais à des moments donnés, compte tenu d'une mauvaise occupation du sol, les problèmes demeurent. Et je pense que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions visant à trouver une solution durable à ces problèmes-là. Les problèmes ce que nous essayons de faire, c'est des actions superficielles, parce que pour aller en profondeur, il faut de moyens de moyens colossaux. Bon, le gouvernement a pris sur lui. Bon, j'étais de la délégation gouvernementale qui est allée à Paris pour aller rencontrer les bailleurs de fonds pour négocier le financement de l'assainissement pluvial. Je pense que ça fait près de 250 milliards de francs. Ça dépasse les capacités d'une ville pour faire le 3CI. Bon, il faut dire que nous sommes un peu en synergie avec le programme d'action du gouvernement. Parce qu'il y a déjà dans le programme d'action du gouvernement un certain nombre de rues, que ce soit des rues primaires, secondaires, tertiaires qui ont été prises en compte, dans le cadre de l'asphaltage. Certaines rues sont prévues pour être bitumées, d'autres pour être pavées. Au regard de ça, pour essayer de gérer les moyens à bon escient, nous n'avons pas voulu engager les moyens sur ces voies-là par rapport à nos prévisions budgétaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour intervenir comme on le faisait sur toutes les rues. Bon, et puis, il faut dire que dans les différents quartiers, nous choisissons souvent les voies les plus passantes, les pénétrantes, et c'est sur ces voies-là que nous agissons prioritairement. Donc, je pense que on ne peut pas nous tasser de mauvais gestionnaires. Au contraire, on est en train d'insuffler un nouveau souffle à l'administration municipale pour faire en sorte que il y a eu tellement de problèmes qui sont restés en suspens qu'il faut les régler et ça prend du temps. C'est surtout ça. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que même d'ici 2000, vers la fin du mandat, qu'on commence par sentir une certaine amélioration. Sinon, balayer le terrain pour que, au niveau de la 4e mandature, les choses plus véritablement prennent de l'envol. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour vous, est-ce que ce que Léadi Soglo a dit, ça relevait plus de la politique, parce qu'il a quand même taclé le gouvernement aussi. Est-ce que c'était plutôt politique, le constat n'était pas forcément vérifié sur le terrain ce qu'il a dit? Il faut reconnaître qu'il est dans une position défensive, puisque il est parti de là, parce que à un moment donné, les relations entre lui et le gouvernement ne se portaient pas bien. Donc il ne peut pas dire aujourd'hui que tout ce qu'on fait là, c'est bon. C'est une position normale, parce que on a entendu ça, mais nous, on a pris hâte de ça. Nous faisons ce que nous faisons, et je pense que, comme je l'ai dit, si ce n'était pas des questions de procédure, sur le terrain, vous allez sentir qu'il y a des actes concrets qui sont en train de poser. Je vais vous donner un exemple. Quand je parle de procédure, nous sommes venus à la mairie, on était quitté le ministère de la décentralisation pour venir. Nous avons prôné un certain nombre de choses à l'endroit des maires. Donc, de par notre position aujourd'hui, on est obligé de faire violence sur nous-mêmes pour ne pas poser des actes concrets à ce que nous prônions à l'endroit des maires. Et dit que le budget, c'est le premier instrument. Le budget, la commune de Cotonou est l'une des rares communes à avoir voté son budget au plus tard le 29 novembre 2017. Mais ce budget-là a été approuvé pratiquement au mois de mars. Vous comprenez qu'on avait on voulait mettre en chantier un certain nombre de projets. Si je prends notre PDC, nouvelle génération, les besoins dominants des populations, exprimés par les populations, c'est la réalisation des infrastructures scolaires au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Donc, les premières actions que nous avons voulu mener, c'est la réalisation de 32 modules de classe. C'est hier que j'ai reçu de la Direction nationale des marchés encore de nouvelles observations. D'abord, on a attendu le mois de mars, pratiquement la mi-mars, avant de lancer
la plupart de ces projets-là par appel d'offres, parce que tout se fait appel d'offres. Et malgré les efforts que nous avons faits jusque-là, on est obligé de reprendre le dossier. On a fini le dossier, on a mis la pression sur les structures en charge de passation des marchés qui travaillaient même les week-ends pour qu'on ait ces dossiers-là et faire en sorte que déjà à la rentrée qui vient de passer, qu'on puisse livrer ces infrastructures-là pour le plus grand bien des écoliers. Bon, malheureusement, les procédures ont bloqué. Parce qu'il faut aller à la DNCP, il faut faire des va-et-vient. Et les dernières observations de la DNCP nous amènent encore à corriger un certain nombre de choses, alors que déjà, on pouvait lancer ces chantiers. C'est autant d'exemples. Donc, on nous dit qu'on a la volonté d'aller de l'avant, mais on est un peu ralenti dans nos élans par les procédures. D'accord. Il y a dans un quartier d'Akwakwa, j'ai constaté que les caniveaux étaient curés. On vous a aussi vu sur le terrain il y a quelques semaines de cela. Mais est-ce que le gouvernement dit que la question des inondations va être réglée? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ça? Les Cotonois qui nous écoutent, vous leur dites que ça va pouvoir se régler d'ici peu de temps avec le PAG? Puisque je suis témoin des négociations et du bouclage du financement par rapport à un certain nombre de projets dans la ville de Cotonou. C'est la mise en œuvre qui prend peut-être un peu de temps, mais ce sera fait. Bon, parce que quand vous prenez la zone d'Akwakwa, je pense qu'à travers le projet assainissement pluvial, il y aura beaucoup plus d'autres canalisations, d'autres infrastructures pour l'évacuation des eaux. Donc, à la longue, Cotonou sera mise hors de l'eau. Les populations pourraient circuler librement. À la longue, on aimerait bien savoir Oui, parce que ça ne peut pas être pas dans 30 ans, pas dans 30 ans. Je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, la situation sera largement meilleure. Et il faut savoir aujourd'hui, les gens oublient d'où Cotonou est parti. Je pense que il y a 20 ans, 25 ans, vous ne pouvez pas quitter le marché Saint-Michel pour aller à Vaudier avec votre moto, à une certaine période. Mais il y a des zones aussi qui n'étaient pas inondées dans cette période, dans ce temps. Oui, bon, je vous ai dit, il y a une mauvaise occupation. Quand vous prenez ce que j'appelle la vieille vie. Et les propriétaires, je vais vous dire, je dis, il ne faut pas regarder les problèmes aujourd'hui. Ils payent quand même les parcelles. Et non. Vous prenez la vieille vie, prenez le quartier Saint-Michel, prenez Djonké, prenez Missebo. Ces zones-là ont été très bien tracées. Le premier gâchis, c'est quand on a fermé les fonds. Dans les fonds, il y avait des infrastructures qui accéléraient l'évacuation des eaux pluviales. Ces infrastructures-là se retrouvent aujourd'hui dans les maisons, dans les domiciles. C'est pourquoi il dit que le problème de Cotonou, d'abord, la ville est située au-dessus de la mer. Il faut voir la morphologie du sol. En plus de ça, le sol est surchargé par une occupation. Là où on met des immeubles de 10 étages, alors que là, on aurait pu bâtir une maison, un rez-de-chaussée à un étage. On met jusqu'à 10. Ça surcharge le sol. Mais à qui la faute? Et l'eau ne circule pas. Parce que quand je prends la zone de Yagoué, pour faciliter les examens du CPE, parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie, on a dû pomper les eaux. Maintenant, on a pompé les eaux vers 16 heures, et déjà à 19 heures, l'eau est encore revenue, parce que le sol était surchargé, et le sol était mouillé, et l'eau sort. Et si ça ne trouve pas de l'espace pour être évacué vers les cours d'eau, vers la lagune de Cotonou, ou vers le lac Onokwe, ça veut dire qu'on a beau pomper l'eau revient toujours parce que le sol est surchargé. Quand vous prenez la zone d'Agla, il y a des quartiers qui ne devaient pas habités aujourd'hui, qui ont fait l'objet de lotissement, parce que c'est le couloir naturel de l'eau. C'est pourquoi le gouvernement est en train de faire des efforts pour voir dans quelle mesure il faut déguerpir encore certaines populations de ces endroits-là pour faciliter le passage de l'eau. Vous annoncez le prochain déguerpissement? Oh, ça peut venir. Parce que par rapport à ça, nous, on a été déjà interpellés. Dans quelle zone, par exemple? À Gla-Plomé. Vous avez vu, il y a déjà des ouvrages de canalisation qui ont été réalisés, mais les gens ont fait des lotissements là-dessus. Ce n'est pas normal. Bon, on regarde la mairie aujourd'hui, mais
La mairie est en train de gérer les démembrements, de gérer les problèmes. Les lotissements de Cotonou étaient déjà achevés parce que c'est les préfectures qui avaient en charge. C'est avec la décentralisation que les mairies ont hérité de ces compétences. Mais ce que nous faisons, c'est aller régler les petits problèmes de nos concitoyens qui, à un moment donné, ont perdu leur droit de propriété sur tel domaine ou sur tel bassin. Très rapidement, il y a la question des déchets avant qu'on prenne les auditeurs au 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53. Est-ce que Cotonou est propre, monsieur le maire? Cotonou n'est pas propre, comme on l'aurait souhaité. Parce que c'est du fait. Donc c'est propre quand même. C'est propre. On essaie de faire ce qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Nous sommes depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement devait prendre en charge la gestion des ordures ménagères dans le cadre du projet Grand Nokwe, qui regroupe Porto-Novo, Semepoudi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida. Mais les procédures n'ont pas encore abouti, si bien que nous, on n'a pas lancé nos procédures habituelles, si bien qu'on est obligé de procéder par des réquisitions. Parce que la procédure normale n'étant pas lancée et la ville devenant, pour les fêtes du 1er août, on a travaillé, on devait arrêter notre contrat avec notre prestataire le 31 juin. Non, le 30 juin. On a dû prolonger jusqu'au 31 juin dans le cadre des festivités du 1er août. Après, 2 semaines après, le prestataire a arrêté ses travaux. Pendant ce moment-là, la ville doit être sale. Bon, quand on constate là, on essaie de toucher le ministère du cadre de vie, le ministère de la décentralisation pour avoir leur avis, pour savoir si le gouvernement est déjà prêt pour lancer la procédure, pour reprendre véritablement la gestion. Et c'est eux qui donnent l'avis, non, que nous ne sommes pas encore prêts. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on est obligé d'interpeller encore le prestataire pour signer encore, par réquisition, un genre de contrat avec cette entreprise pour que la propriété de la ville puisse continuer. Donc on le fait de façon discontinue, pas de façon normale comme on avait l'habitude de le faire. Oui, ces prestataires-là font quoi? Ils balayent les artères, c'est tout, ou quoi encore? Ils balayent, ils font le curage, oui. Ils balayent et puis ils ramassent les ordures. Voilà les 3 éléments qui composent les ordures auprès des ménages ou... Oui, bon, pour la gestion des déchets solides au niveau de la ville de Cotonou se fait en 3 phases. Il y a la pré-collecte qui est assurée par des ONG. Les ONG qui doivent aller déposer ces ordures-là dans les points de regroupement. Mais des fois, ces ordures se retrouvent dans les marais. Oui, nos concitoyens utilisent ça pour aller remblayer des cours d'eau pour s'installer indûment à des endroits inappropriés. Après la pré-collecte, il y a les camions de nos prestataires qui vont dans ces points de regroupement pour aller les ramasser et envoyer ça sur notre point d'enfouissement à Ouessé, dans la commune de Ouida, environ à 40 km de Cotonou. Et à ce moment-là, c'est la GETU qui est en charge de l'enfouissement des déchets sur ce site-là. Donc, ça se fait en trois phases. Ce sont ces 3 phases-là que le gouvernement veut récupérer dans le cadre du projet Grand Nokwe. Eh bien, on va finalement ouvrir l'antenne à nos auditeurs puisqu'il est déjà 18h passé de 5 minutes. Donc, vous pouvez nous appeler au 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53 et Anselme Degbo vous mettra en liaison avec nous pour vos différentes questions. Je pense qu'on a déjà notre premier auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, la radio monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous souhaite bon retour. Merci. Bon retour pour l'émission. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît et veuillez diminuer le volume du poste récepteur parce que ça siffle ici. Oui. Ok. C'est bon? Oui, ça peut aller. Votre nom s'il vous plaît. Et je m'appelle Sébastien Rossou. Je salue le maire par intérim de la ville de Cotonou. Apparemment, le maire vous reconnaît parce qu'il s'est exclamé. Oui. Ah bon? D'accord.
Et je le salue pour toutes ses actions et tout ce qu'il est en train de faire à la tête de la mairie. Nous le saluons pour ça. Mais il semble que ces actions ne sont pas visibles. C'est à cause de ça que les gens ne savent pas s'il travaille ou pas. Donc, il va tout faire pour pouvoir montrer ses actions un peu à la population de la ville de Cotonou qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement de sa part? Qu'est-ce que vous réclamez comme ça? Bon, vous voyez, au moment de la pluie maintenant, nous sommes habitués à voir nos autorités à côté de nous pour venir voir là où l'eau est rentrée, là où il faut enlever l'eau, là où il faut rembler. Et tout ça là, ça montre que le maire est avec nous. Mais quand on ne le sent pas sur le terrain, c'est ça qui nous prouve qu'il n'est pas avec nous, alors qu'il fait beaucoup de choses. Deuxième préoccupation, il y a un marché qui est à Godjedo. Et je sais qu'il doit connaître ce marché qui a été détruit pour dire qu'on veut construire quelque chose là. Je crois que c'est le 3e arrondissement, on veut construire ici ces places-là. Mais depuis que ces femmes ont été dégagées de ce marché, la place est laissée à l'État. Et maintenant, c'est des ordures, vraiment des désordres qui est là maintenant. Et ça sent. Alors que si vous n'êtes pas fait, pourquoi vous avez dégagé ce marché? Donc, il va falloir que vous pensiez à ça. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous remercie pour les faits tricolores du deuxième génération que vous êtes en train de passer. Dieu vous gardera. Vous allez faire beaucoup pour nous. Merci à vous, M. Nyonkosu, qui va céder sa place à un autre auditeur au 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53. Bonjour. Cet auditeur, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Arnaud, metteur ouvert de Savanfoji, monsieur. Allez-y à vos questions, Arnaud, metteur ouvert. Merci, je salue, monsieur le maire. Bonsoir. J'ai quelques questions. Monsieur le maire, est-ce que vous ne voyez pas que nous, les populations, nous voyons que vous, monsieur le maire, vous ne... comment je vais dire la chose? On ne trouve pas la possibilité de travail que les autres maires ont dans votre maire. Et ça nous sent qu'il y a quelque chose qui vous gêne à balancer bien ou bien à sortir pour travailler pour que les gens vous sentent que vous êtes réellement le maire de Cotonou. On n'a pas bien compris votre question. Est-ce que vous estimez que le maire ne travaille pas assez ou on ne comprend pas votre préoccupation? Je dis, d'abord, j'estime comme ça, et je dis, est-ce que nous sentons encore qu'il y a quelque chose qui bloque monsieur le maire, et ça me semble que si tu es sur une chaise, il y a quelque chose qui te gêne pour que tu te balances bien pour travailler. Bien, donc votre question c'est, est-ce que quelque chose bloque le maire pour mener ses activités? Voilà. D'accord. Je peux dire ça. Deuxième chose, pour finir très vite, les gens disent que la ville de Cotonou est la plus polluée du Bénin. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose? Merci. D'accord. Merci à vous d'avoir appelé le 65 00 24 24 ou le 61 53 90 53. Bonsoir, monsieur ou madame. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Ganrou Todé et Kaye. Oui, allô? Oui, allez-y. Votre question? Je vous remercie beaucoup. Je remercie la radio OCFM. Je salue le maire de la commune de Cotonou, M. Isidore Nyonofou. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez, monsieur le journaliste, je suis très content de vous. Vous avez vu, vous avez écouté ce que le maire de la commune de Cotonou a expliqué. Et je suis très content de lui. Écoutez, monsieur le journaliste, même si Dieu Tout-Puissant est décent et il ne va pas Cotonou en main pour gérer, ils vont critiquer. Je vous dis... Posez votre question, s'il vous plaît. Je vous dis, cet homme que vous avez invité sur votre plateau, c'est un homme de développement. Et on doit l'encourager et le féliciter. Est-ce que vous avez une question? Alors, monsieur le maire, pourquoi je suis venu maintenant? Je vous dis simplement que par rapport au marché à Idjedo, le marché à Idjedo, je vous en prie, monsieur le maire, si vous êtes descend tout à l'heure, vous devez faire tout possible pour jeter un coup d'œil sur ce marché. Parce que toutes les populations se plaignent aujourd'hui.
Mais j'insiste que vous êtes un maire. Oui, qu'est-ce qu'il y a au marché à Idjedo? Monsieur Ekanye, qu'est-ce qu'il y a au marché à Idjedo? Oui, merci beaucoup. Vous avez dit? Qu'est-ce qu'il y a au marché à Idjedo? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Voilà. Marché à Idjedo, on dirait que le CA ne travaille pas. Marché à Idjedo est détruit complètement. Marché à Idjedo aujourd'hui, c'est détruit complètement. Tous les tôles sont gâtés. D'accord. Donc nous prions le chef d'arrondissement et le maire et n'a qu'à faire tout possible pour ce marché. Merci. C'est pour finir. Merci. Merci à vous, monsieur Gaoutode Ekanye. Il va laisser sa place à un autre auditeur certainement. Bonjour. Qui est déjà en ligne. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Médé Zoundi Serge, je vous appelle depuis Avranco. Merci de nous suivre à Avranco. Allez-y à vos questions. Médé Zoundi Serge. Oui, en effet, allez-y à vos questions. Bon, je remercie le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Maintenant, moi, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est pour demander, bon, quelqu'un a déjà dit tout à l'heure, si vous avez des coups de franche, mais ce n'est pas pour moi. Est-ce que, quand vous êtes maintenant maire de Cotonou, quelle est votre appréciation de ce que votre prédécesseur avait fait? Si on allait le noter, c'est-à-dire monsieur Liadi, sur 20, quelle note vous allez lui donner? Ma première question. Deuxième question, par rapport au coup de franche, je vois que travailler avec le préfet Toboula, de loin, moi je me dis que ce n'est pas quelque chose de très facile. Quel est est-ce que vous n'avez pas de remarques particulières ou bien des choses qui vous gênent? Je ne dis pas comme ça que vous livrez ça sur les antennes, mais est-ce que vous arrivez à imposer un peu votre vision ou bien c'est le préfet qui vous dirige pratiquement? C'est les deux questions que j'ai. Merci, monsieur le maire, merci aux journalistes et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous, Serge Médé Zoundi depuis à Avranco. On va prendre un autre auditeur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Mathieu, comptons-nous. Oui, vous pouvez y aller pour votre préoccupation. Merci beaucoup et bon retour à vous sur cette émission. Merci. Je salue monsieur le maire par intérim. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Bonsoir. Je vous considère. Merci. Vous savez, j'ai quelques questions pour vous, monsieur le maire. La toute première, est-ce que vous avez les mains libres pour gérer la mairie de Cotonou? Deuxième question, jusqu'à quand votre titre d'intérim va expirer, puisque là, vous n'êtes toujours pas intérim. À quand vous seriez maire légitime de Cotonou? Et troisième question, est-ce que vous écoutez les cris de vos administrés par rapport à certaines interventions sur des chaînes de radio qui vous accompagnent tous les jours? Mathieu, comptons-nous. Bonne émission et longue vie à vous. Merci à vous, monsieur Mathieu. Comptons-nous 65 00 24 24, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Janvier Kiki est mon nom. Janvier Kiki, allez à vos questions. Bon, je voudrais poser une question, monsieur le maire. Allez-y. Je voudrais demander que la voie contournement non là, est-ce que c'est toujours en cours ou bien on a déjà oublié ça? C'est ma question ça. D'accord, merci à vous Janvier Kiki, donc c'est cette voie. On va enregistrer nos derniers auditeurs pour cette émission au 65 00 24 24 ou 61 53 90 53. Bonsoir. L'auditeur est parti. Je pense qu'on a déjà un autre sur l'autre ligne. Non, ils sont tous deux partis. Donc, s'il n'y en a plus, on va fermer cet espace interactif pour revenir en studio, puisqu'on a plein de questions à l'endroit du maire. On va démarrer par les dernières questions avec monsieur Janvier Kiki qui veut savoir si la voie contournement ce n'est plus d'actualité. Je pense que ça fait partie du programme d'action du gouvernement. C'est inscrit comme action prioritaire à mettre en œuvre au niveau de la ville de Cotonou.
Mais le gouvernement a voulu commencer d'abord par là où il y a moins de problèmes, à savoir asphaltage. Puisque avec le contournement de Cotonou, la voie est plus grande et les décapissements seront beaucoup plus criards. Donc il faut dire que la voie de contournement est toujours de mise et que il y a les premiers travaux de délimitation. Les géomètres ont fait déjà un certain nombre de travaux pour délimiter les emprises de cette voie-là. Il reste la mise en œuvre, mais avant la mise en œuvre, il va falloir prendre un certain nombre de dispositions. Donc pour le moment, le gouvernement n'est pas encore prêt par rapport à ça. Mais par contre, en ce qui concerne le projet asphaltage, les travaux ont été déjà lancés et je pense que les entreprises qui sont commises à ce travail-là sont en train de s'installer sur le terrain. Donc, le contournement fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement qui couvre le quinquennat du président de la République. On va évoluer, les auditeurs sont revenus là-dessus plusieurs fois, même si on l'a déjà abordé en première partie, avez-vous les coups des franches? Est-ce qu'on doit revenir encore sur cette question? Vous tenez à leur envoyer un message? Bon, j'ai dit que toute compétence est réglée. Il faut que cela se situe dans le cadre des tests et dans le cadre tracé par les tests de la décentralisation. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a certaines incompréhensions entre le conseil municipal et l'autorité de tutelle qu'est le préfet. Je l'ai souligné. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de friction, il y en a, mais on essaie de nous entendre et de poursuivre les actions. Votre appréciation de la prestation de votre prédécesseur? Je suis mal placé, c'est quand nous allons finir que les populations vont nous juger à partir de l'intérieur de la maison. Il y a l'administration, il y a le conseil municipal, parce que le conseil municipal qui est là, je pense qu'ils ont vu le maire Léadi Sogro à l'œuvre, ils m'ont vu à l'œuvre. En temps opportun, on fera le bilan. Est-ce que vous écoutez les administrés? Est-ce que vous descendez vers eux? On a d'ailleurs le premier auditeur qui a souhaité, on va y arriver tout à l'heure, mais est-ce que vous écoutez les administrés? Bon, c'est vrai, on a parlé de growing tout à l'heure. C'est vrai que depuis que je suis arrivé en dehors du Canal 3, je suis allé une fois, je suis un peu rare. Merci déjà de nous faire l'amitié de venir chez nous. Je voudrais donc vous remercier, je suis rare. Je pense qu'on va de plus en plus sortir et communiquer. Parce que peut-être que je fais des descentes anonymes sur le terrain. Je dois dire que par rapport à la montée des eaux, je pense qu'on est allé dans les zones les plus qu'on a baptisées de zones rouges, telles que la zone de Vossa, telles que le 13e arrondissement, où on était sur le terrain, on a fait un certain nombre d'opérations. Indépendamment de ça, je suis du 6e arrondissement. Bon, lorsqu'il y a des problèmes, je pense que moi-même je suis sur le terrain avec les jeunes pour que nous puissions faire notre propre campagne de salubrité. Le curage de Caniveau, la grande canalisation qui part depuis le Ciné au Kouloua, je pense qu'à un moment donné, la ville n'avait pas les moyens de les curer et ça posait un problème d'inondation. Je pense qu'avec les jeunes, nous avons fait ce travail-là pour déboucher. Donc, on est sur le terrain à notre manière, mais on communique peu. On va commencer par communiquer davantage. Donc, quand il parle du marché de Aïdjedo, est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, par rapport le marché d'Aïdjedo fait partie l'autre marché, celui de des premiers marchés qui sont prévus pour être reconstruits par le gouvernement. À partir de ce moment, on ne peut plus prévoir des crédits pour procéder à leur réflexion. Il faut reconnaître que ce marché est véritablement dans un état de délabrement comme le marché de Saint-Rita et comme certains autres marchés, mais que comme ces marchés-là sont rentrés dans le cadre des marchés dont le gouvernement se propose de réhabiliter de façon moderne, il n'était plus indiqué que nous allions déployer des efforts sur ces marchés-là. C'est pourquoi c'est resté comme ça. Pour ce qui nous concerne, nous avons déjà prévu le site de relogement et quand le gouvernement va nous dire que c'est prêt, nous allons réinstaller dans ce site de relogement
les vendeurs de ce marché-là, en attendant que le marché soit reconstruit. Et celui d'Agbodjedo dans le 3e arrondissement? Pour le marché d'Agbodjedo, on doit reconstruire le siège du 3e arrondissement et en même temps, on avait recherché un domaine pour abriter l'hôpital, la réalisation d'un hôpital de zone. Bon, on a donc envisagé que l'actuel site qui sert du siège du 3e arrondissement soit consacré à la réalisation de l'hôpital de zone. Et on a voulu déplacer le siège vers ce marché-là. C'est pourquoi la procédure pour la reconstruction de ce siège-là a déjà abouti. Je pense que d'ici là, que le ministère de la Santé avait dit que le site qu'on lui a proposé n'était pas approprié. Donc, à un moment donné, le conseil va délibérer et on va peut-être reconstruire le marché qui a été détruit, le marché d'Agbodjedo en question, et faire la nouvelle construction sur le site actuel du 3e arrondissement. Et non loin de là, il y a aussi le PP Ayelawadje qui avait à la dernière minute été remplacé. C'était un centre de composition au CEP à cause de l'inondation. On a dû se rabattre sur une école privée. Quelle est la situation aujourd'hui? La rentrée a eu lieu le 17 septembre dernier. On nous a promis pomper l'eau. C'est vrai que la rentrée elle a eu lieu quand même dans cette école. Mais aujourd'hui, quels sont vos projets pour le PP Ayelawadje? Non, parce que cette école-là doit faire partie des 32 modules de classe que nous allons réaliser et dont la procédure tarde à aboutir. Donc, nous avons prévu construire 32 nouvelles écoles et en même temps réfectionner un certain nombre de celles qui sont détériorées, dont le cas de l'école publique primaire d'Ayelawadje, qui curieusement est un centre d'examen et qui n'a pas pu recueillir les candidats la dernière fois pour des raisons d'inondation. On a dû déplacer ce centre-là vers un collège privé. On était sur le terrain. Comme les gens disent qu'ils ne nous sentent pas sur le terrain. Et qu'on parle très peu de ce que nous faisons. Les actions aussi doivent parler d'elles-mêmes peut-être. C'est aussi sur ce point qu'ils vous attendent. Et on va continuer avec les questions. On repart à la mairie puisque vous avez dit qu'on peut mettre à l'actif des réformes sur le plan administratif. Est-ce que c'est dans ce cadre que s'inscrit le dossier faux diplôme dont on a entendu parler il y a quelques semaines? Qu'est-ce qu'on retient de ce dossier? On n'a plus eu la suite, on n'a pas eu de liste ou bien d'éventuelles sanctions? Rien. Je pense que ce dossier est un dossier récurrent. Il y a un premier travail qui a été fait où on a dénombré un certain nombre de faux diplômes. Combien? Je pense que au moins une douzaine. Mais il s'est fait que quand on a repris le contrôle, un candidat, un collaborateur qu'on disait qu'il détenait un baccalauréat faux, nous avons procédé à la vérification à l'office du bac et il s'est révélé que c'est un bac authentique. Ça a mis du doute sur le premier travail qui a donc été fait et nous avons repris le travail. Nous avons recensé les diplômes et avec l'appui du ministère du Travail et de la Fonction publique. Et puis ces dossiers-là ont été reversés à la Commission nationale chargée de la vérification de l'authenticité des diplômes. Pour comme tardait, il y a environ 5 mois, nous avons saisi cette structure-là pour demander quand est-ce qu'on peut espérer les résultats. Pour ce qui concernait les diplômes à l'interne, les vérifications à l'interne, ils nous avaient donné un délai de 1 mois. Mais pour ce qui concerne les vérifications qui devaient être faites à l'extérieur, ils nous avaient donné un délai de 2 mois. Je pense qu'on est revenu et avec le nouveau directeur des ressources humaines, on a dû les relancer il y a quelques jours parce que les résultats tardent à nous venir. Bon, il y a le problème que on soupçonne
un effectif beaucoup plus élevé, c'est-à-dire avec des agents fictifs. Actuellement, avec le concours de l'inspection générale, on est en train de faire contrôle par poste, direction par direction. De par notre AOF, de par la présence des agents au poste, on est en train de faire actuellement un contrôle poste des agents, poste par poste, pour être sûr que l'effectif que nous avons est l'effectif réel. S'il n'y a pas des agents fictifs au niveau de la mairie. Le contrôle des diplômes rentre également dans ce même cas d'assainir le personnel de la mairie. Il faut reconnaître que c'est un personnel qui a anormalement évolué. Parce que en moins de 15 ans, ça a pratiquement doublé. Parce que c'est vrai, l'administration, les besoins des Cotonou en ce sens beaucoup plus grands. Mais il fallait faire en sorte que les gens travaillent effectivement. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent. Je prends la police. Il y en a combien? Vous avez combien de fonctionnaires ou d'agents? Environ maintenant 1200. 1200. Je dois dire par exemple, si je prends la police municipale, il y a des gens, on a constaté qu'ils étaient à la maison, ils perçoivent le salaire. On a commencé par débrouiller et les gens ont repris service. Parce que, comme je le disais, c'est une administration qui était un peu plus politisée. Et les gens se sentaient intouchants. Je pense que les données ont changé dans ce sens. Et nous pensons continuer. Donc elle n'est plus politisée aujourd'hui? Les dernières nominations vont le prouver. Les dernières nominations le prouvent. Je pense que l'autorité de tutelle nous a demandé les profils. Je pense que quand vous prenez un directeur, s'il a un poste donné, c'est parce qu'il a les compétences, c'est parce qu'il a le profil requis. Et donc ce n'est pas une affaire de connaissance ou de politisation. Donc c'est la question de compétences et de profil, adéquation, poste et profil. Voilà. Monsieur le maire, il y a aussi cette question de prime. Le personnel de la mairie qui n'aurait pas reçu de prime depuis janvier. Oui, ça fait partie des bouleversements qui sont survenus parce que il faut reconnaître que on consacrait une partie importante du budget pour payer les salaires et ses accessoires. Quand on dit salaire... Quelle part du budget? Je sais que le fonctionnement aujourd'hui, on n'arrive plus à définir, ce n'est plus les charges de fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, même quand nous remblayons les voies, nous rechargeons les voies en terre, quand nous les reconstruisons, on met ça dans le budget de fonctionnement. Donc ça ne fait plus de façon, parce que c'est la nouvelle réforme de l'OADA, de classer un certain nombre d'investissements dans le fonctionnement. Or, avant, ces genres de dépenses étaient classés comme des dépenses d'investissement. Et ça fait que les partenaires ne nous donneront de l'argent pour aller faire des voies en terre, parce qu'ils ne pourront plus contrôler. Donc, c'est difficile de faire une démarcation entre les charges de fonctionnement réelles et la partie réservée aux investissements. Aujourd'hui, ça tourne autour de 45 contre 55. Même si, pour réaliser ces investissements, comme je vous l'ai dit, les procédures ne nous permettent pas d'avancer véritablement. 45% dédiés au salaire et primes. Aux charges, non pas seulement au salaire. Quand je prends les fonctionnements de façon globale, il y a dit fonctionnement, il y a un certain nombre de dépenses qui étaient classées dans la rubrique d'investissement avant, mais qui sont maintenant classées dans les dépenses de fonctionnement selon la réforme de l'OADA. Pour un budget de combien cette année? Avec le collectif qu'on vient de faire, ça c'est des prévisions budgétaires. Ça tend vers 20 milliards. On a évolué, hein? On a évolué parce que le gouvernement est venu à notre secours par rapport au problème d'assainissement en transférant la ville, la bagatelle somme de 1,533 milliard. C'est important. Je profite de l'occasion pour dire au nom des populations de Cotonou, merci au président Talon. On a l'impression que justement la mairie, le gouvernement, ça va plutôt bien parce que... nous sommes dans une démarche, comme je l'ai dit, la commune n'est pas un État dans un État. La commune est un prolongement du gouvernement. Elle doit se mettre en synergie avec les actions du gouvernement. Mais il y a une élection à part pour les maires
maires, les élus, les conseillers communaux et municipaux. Comme il y a une élection législative et une élection présidentielle. L'Assemblée est là pour jouer son rôle par rapport à l'exécutif. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel où les législateurs ont su doser les thèses pour que une institution n'emporte pas sur l'autre. Mais pour ce qui concerne les communes constituent le prolongement de l'État. Vous avez décidé il y a quelques semaines de soutenir le PAG, c'était au cours d'une sortie médiatique. Pourquoi est-ce que votre parti a fait ce choix, monsieur le maire? Vous avez vu que j'ai plus du temps pour le faire. Je suis resté pratiquement neutre depuis un certain moment. Je me suis consacré aux tâches d'un ancien haut fonctionnaire de l'État qui est là pour aider le gouvernement à réaliser ses actions. Donc, depuis que je suis devenu premier adjoint au niveau de la municipalité de Cotonou, j'ai joué ma partition. Je me suis comporté comme un haut fonctionnaire de l'État qui a respecté les règles du jeu en mettant en pratique les actions dans le prolongement pour prolonger les actes du gouvernement. Mais dès lors que nous avons eu le temps d'observer le chef de l'État, puis nous avons eu l'occasion de discuter avec lui, il est arrivé à nous convaincre des bien fondés de sa vision par rapport à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on n'est pas discipliné, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Et puis, on ne respecte pas. Il n'y a pas cet esprit patriotique. Vous parlez de tous les Béninois ou vous parlez de quelle catégorie? Il y a certaines catégories. On ne peut pas mettre... Il y a des citoyens qui respectent l'État, qui respectent le bien public. Par contre, il y a d'autres qui ne respectent pas. Vous prenez le fonctionnaire qui est là pour servir, qui est payé par le citoyen. Quand un citoyen a besoin d'un service, il n'a pas besoin de prier ce fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est plutôt le fonctionnaire qui doit se plier à quatre pour le servir. Est-ce que vous allez dans nos administrations pour constater comment ça se passe? Non, ce n'est pas encore ça. Le patriotisme, pour construire notre nation, il faut travailler. Et on ne travaille pas encore. Donc, oui, à un moment donné, on a fait la révolution ici. La révolution avait mis, pendant un certain moment, le peuple béninois au travail. Mais à partir du moment où... Vous êtes nostalgique, vous aimeriez qu'on revienne encore? Non, mais nous sommes aujourd'hui... La rupture, ça signifie quoi? Ça signifie également révolution. C'est tout ça aussi que vous soutenez, c'est pourquoi vous avez décidé de soutenir le PAG. Oui, il faut qu'on soit discipliné pour avancer. Bon, vous voyez aussi, le Rwanda est sorti de la guerre, c'est un pays qui est sorti de la guerre, mais c'est un pays qui avance. Mais c'est pas un exemple dans tous les sens du terme. Ah, vous voulez dire quoi? La démocratie, par exemple, c'est pas la chose la mieux développée là-bas. Bon, problème de démocratie dans les pays africains, je pense que ça donne lieu à de la pagaille. Donc il faut une certaine dictature. Il faut mais les thèses de la République, est-ce que les lois de la République sont respectées? Bon, il faut quand même une institution pour faire respecter ces règles-là, pour le bien commun, pour le bien général. L'essentiel est que l'exemple aussi soit donné depuis le haut et que tout le monde suive. C'est ça. Est-ce que ce situation au PAG, là, ça va au-delà? Peut-être vous considérez pleinement au sein du PRS, le Parti de la Rénovation Sociale, comme faisant partie de la mouvance. Est-ce que ça va au-delà du soutien au PAG? Désormais, on est devenu, avant notre déclaration, on avait gardé une neutralité politique. Oui. On avait gardé une neutralité. Maintenant, on accompagnait le gouvernement, mais aujourd'hui, on est partisan, on est mouvancier. Plus de FCBE. Oui. FCBE, non, moi j'ai adhéré, c'était une alliance. D'accord. J'avais apporté ma formation politique. Et vous voyez que ceux qui ont beaucoup plus, je ne critique personne. Hein. Moi j'ai toujours gardé une position beaucoup plus chaude là. J'ai l'obligation de réserve en tant que haut fonctionnaire de l'État. Mais est-ce que on ne parle pas n'importe comment. Il faut observer. Il faut vérifier les choses avant de se parler. Il y a beaucoup de politiciens qui disent beaucoup de choses en l'air sans pouvoir avoir les précisions, sans pouvoir avoir les clarifications nécessaires avant d'agir. Est-ce que ce soutien-là, monsieur le maire, c'est pas politique? Vous avez peut-être envie d'être plus proche pour ce qui concerne votre élection, par exemple, à la mairie de Cotonou? Bon, moi, je suis parti, je n'étais pas fait pour être un politicien. Je suis parti des structures de développement.
J'ai milité dans les associations de développement. Et je peux dire que je suis venu accidentellement en politique, mais je suis resté. Et pourquoi vous allez voir que je n'ai pas souvent la trompette pour faire une publicité. Donc c'est pas un appel de pied au régime pour dire soutenez-moi pour mon élection. Non, j'ai rencontré le chef de l'État, le président de la République, dans le cadre de la rencontre qu'il a eue avec l'Association nationale des communes du Bénin, le bureau, et puis l'ensemble des 77 maires, même si ça n'a pas été publié, mais on a oh, ça fait un moment, ça doit faire environ 3 à 4 mois. On a reçu tous les 77, mais bon, on a échangé. Et puis, il y a eu l'occasion de discuter tête à tête avec lui pendant au moins 5 minutes. 5 à 10 minutes, ça m'a permis de mieux comprendre en dehors de tout ce qu'on avait dit avec les maires. Vous voulez adhérer à quel bloc? Parce que le chef de l'État, justement, à ce qu'il paraît, il souhaiterait 2 blocs. On a un bloc progressiste, le parti qui va naître. J'appartiens au bloc progressiste. C'est déjà acté? Tout est déjà prêt? Oui, bon, on est en train de se préparer, comme les gens l'ont vous dit que d'ici là, le parti dynamique et unitaire va se mettre avec les autres formes, comme mon ami Abimbola l'a dit. De la même façon, le bloc censé être le bloc progressiste se prépare pour se muer en partie avec les formations qui le composent. Et ces partis-là devront aller aux élections. La plus proche, sinon les plus proches, ce sont les législatives. Et le code électoral qui a été déclaré conforme à la Constitution prévoit désormais 249 millions pour les listes. Vous, quelle est votre analyse de ces dispositions de la loi? Bon, je pense que tout ça là rentre dans une discipline politique, parce que nous n'avons pas encore une nation. Et donc il faut dépenser plus? Non, quand on est dans des grands blocs, au sein des grands blocs, il peut y avoir des discussions. Et vous savez qu'au niveau de la Chambre des partis, il y a des conditionnalités pour bénéficier. Désormais, les formations politiques vont bénéficier de l'aide publique. Parce que c'est les formations politiques qui doivent animer la vie politique. Mais à partir de ce moment, qu'il y ait un certain nombre de critères, qu'il y ait un certain nombre de conditionnalités pour permettre que progressivement on puisse aller à une nation béninoise. Parce que nous ne sommes pas encore dans une nation au regard. Pour le petit Bénin, près de 250. Vous avez vu qu'il y a encore d'autres qui se créent. Bon, le chef dans sa vision, c'est de faire en sorte qu'il y ait 2 ou 3 partis au plus dans le pays. Vous avez vu le Nigeria avec près de 90 millions d'habitants. Il y a généralement 2 ou 3 blocs qui vont aux échéances électorales. Donc je pense que c'est dans ce sens ça permet. Et pourquoi d'ailleurs le chef de l'État veut qu'il y ait 2 blocs au niveau de la mouvance? Qu'on ne sente pas que tel bloc est un bloc du Sud, qu'il y ait un certain mélange et que chaque bloc puisse couvrir l'ensemble du territoire national. Quand vous prenez les grandes formations, à un moment donné, j'étais membre du PRD. Le PRD avait pratiquement des élus dans tous les départements. Mais à un moment donné, le PRD s'est limité à la partie du Sud. Parce qu'il y avait l'OME, et puis aujourd'hui, il y a le littoral, la 15e circonscription. Bon, le PRD avait avant des députés jusqu'à dans la Takura, un peu partout, même dans le Borgou. Donc aujourd'hui, le PRD est revenu, il se retrouve cantonné dans une région, et plutôt actuellement, c'est l'une des plus grandes formations de notre pays qui a au moins 13 députés. Est-ce que vous ne comprenez pas ceux qui estiment qu'il y en a qui seront écartés avec ces sommes-là, 250, 249 millions? Je pense que c'est pour amener les gens à être formés politiquement. Parce que du jour au lendemain... On peut être formé et ne pas avoir les sous, bon, vous voyez, autant d'argent. Non, vous voyez les États-Unis, ceux qui sont censés être des responsables, à des niveaux de responsabilité donnés, vont dans des écoles où on leur explique la vision du pays. Et quel que ce soit le Parti démocrate, que ce soit les républicains,
ils défendent toujours les intérêts des États-Unis. Quand vous prenez le Nigeria, il y a de grandes écoles que fréquentent ceux qui sont censés occuper de hauts postes pour que, malgré tout, la vision du pays prédomine et qu'il y ait cet esprit de nationalisme. C'est ça. Bon, aujourd'hui, du jour au lendemain, on devient député. On ne sait pas ce que c'est que la politique, on ne sait pas ce que c'est que la nation, on ne sait pas ce que c'est que le patriotisme. Et puis, on va dans tous les sens. Donc, je pense que c'est dans le sens de nous discipliner politiquement que aujourd'hui, on assiste à 2 blocs au niveau de la mouvance, peut-être 1 ou 2 aussi au niveau de l'opposition. Je pense qu'on a déjà fait un pas sérieux si cela se réalisait, grâce de l'assainissement de la politique au Bénin. D'accord. Et là, on est presque au terme de cette émission. Mais avant de partir, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les conseillers, les adjoints aux maires que vous avez autour de vous? Bon, je pense que c'est des collègues, comme je l'ai dit. Et on discute beaucoup, on débat. S'il y a des incompréhensions, je pense qu'on se concerte et on finit par se comprendre. Donc c'est la camaraderie. Mon bureau est ouvert à tous les élus municipaux, comme à tous les agents de la mairie. Il n'y a pas de clan? Je n'ai pas de clan. Je n'ai pas de majorité. J'ai accepté d'aller dans ce schéma-là pour faire un peu la différence. Oui, on va conclure. Parce que quand vous avez deux clans, le débat n'est pas profond. C'est-à-dire que vous venez vous imposer vos idées. J'essaie d'apporter certaines clarifications au regard des expériences que j'ai vécues. Mais à des moments donnés, il y a certains élus municipaux qui font des amendements qui sont jugés pertinents. Et dès que c'est pertinent, on épouse et puis on intègre dans nos documents. Je pense que c'est comme ça que je marche, donc il n'y a pas de clan. Eh bien, avant de partir, Eliou, peut-être le moment de dire le mot de la fin à l'endroit des auditeurs de Océan FM qui vous ont suivi depuis le début ou qui ont rejoint l'émission en cours. Mon mot, c'est que de plus en plus, que dans notre pays, au lieu qu'on parle de population, qu'on parle des citoyens. Les citoyens, c'est celui-là qui sert la nation. C'est celui-là qui a un comportement qui n'a pas de comportement intelligent vis-à-vis des infrastructures de la nation, vis-à-vis des fonctions, parce que généralement, il y a ce qu'on appelle l'abus de fonction. Lorsqu'on vous confie un peu de responsabilité, c'est pour servir d'abord l'intérêt général, c'est pas vous servir. Mais ce seul problème, si le président Talon arrive à régler ça, je pense qu'on aurait fait un pas vers le développement de notre pays. Or, comme vous le savez, le boulevard, c'est un boulevard infini. Il faut faire des efforts, faire toujours des efforts. Or, on est toujours dans le recommencement au Bénin. Et je souhaite que le président puisse aller au bout de sa vision et pour que les Béninois se mettent véritablement au travail. Est-ce qu'au Cotonou, vous leur dites qu'il faut rêver grand pour Cotonou? Cotonou, je suis persuadé. Et c'est vrai. À un moment donné, on a demandé à un étudiant qui présentait un diplôme comment il faut faire pour reconstruire Cotonou. Il dit il faut prendre une bombe et aller très haut et déposer la bombe sur la ville, détruire entièrement la ville et reconstruire. Parce qu'il faut regarder qu'aujourd'hui on est étouffé. C'est aussi ce que vous pensez? Non, je ne pense pas ça. On peut colmater les brèches. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'espace pour les distractions. Bon, à un moment donné, ça fait un moment. J'ose le dire ici, malgré l'obligation de réserve qui est née, en principe, on a cherché un poumon vert en suggérant le déplacement du camp militaire Guézo pour en faire un jardin public. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des questions de sécurité, mais on peut, pour plus d'espace, on peut aller vers la commune de Ouida, on peut aller dans la commune d'Abomey-Caravi et faire de cet espace-là un espace de distraction où les enfants peuvent aller en week-end pour respirer un peu de l'oxygène. Et ça, Cotonou étouffe. Cotonou étouffe, j'ai oublié de vous le dire. Parce que dans la journée, dans la nuit, vous allez voir notre population ne dépasse pas 700 000. Mais dans la journée, ça va jusqu'à 1 200 000, 1 300 000. Parce qu'on subit les assauts des autres communes. Il y a des gens de Porto-Novo qui viennent, c'est même pour dire, à Bomé-Calavi. Pendant la journée, ils nous laissent des problèmes à gérer. Et ils ne paient pas pour ça. Et le soir, ils retournent tranquillement.
Dominique dans leur commune d'origine. C'est ça la difficulté de la gestion de la ville de Cotonou. Merci à vous, Isidore Nyolonfou, d'avoir répondu à notre invitation ce vendredi 5 octobre 2018. Vous étiez l'invité de l'hebdo de Océan FM qui fait à sa manière sa rentrée. On espère vous avoir dans nos studios peut-être pour d'autres occasions. Je reviendrai certainement. Merci et on va vous souhaiter bel après-midi ou bonne soirée, bon début de soirée. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour ce premier numéro de reprise de l'hebdo de Océan FM. Merci de nous avoir suivis, Réli Okoubakin. Merci. On va se retrouver certainement vendredi prochain. Oui, et vous annoncez comme d'habitude ce qui va suivre. Oui, ce qui va suivre, c'est le journal dans une dizaine de minutes. Merci Anselme Debo qui a assuré la mise en ordre à toute la rédaction, dont une partie, notamment Angel Toboula, va donc présenter le journal de 19h. On se retrouve tout naturellement vendredi prochain. Absolument, au revoir. Océan FM, la radio des défis. L'hebdo de Océan FM. L'hebdo de Océan FM, c'est le grand espace actualité hebdomadaire de votre radio qui vous permet de comprendre davantage les sujets qui défraient la chronique. En dehors de nos invités pour un débat ou un entretien, vous avez droit à vos rubriques. On dit quoi chez vous? Le 7 Actu, Grand Angle ou le MAG et le Focus. Vous pouvez intervenir en direct via les numéros de la radio, le 21 33 84 19 et le 65 00 24 24. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. Océan FM, la radio des défis. La radio des défis.